Je vais juste dire 2 mots, non pas du tout de conclusion, mais pour vous dire pourquoi j'ai trouvé cette journée merveilleuse. Donc, c'est vraiment quelques mots, mais pour que vous prépariez pendant ce temps-là vos interventions. Bon, d'une part, à l'évidence, on est allé au-delà de Europe-Chine. C'est quand même la première chose. Deuxièmement, il y avait une formidable épaisseur historique dans ce dont nous avons parlé. Ce sont des choses quand même très, très importantes. On peut parler de l'actualité tout en remontant très, très loin dans l'histoire, et je dirais même en amont. Ensuite, j'ai été très intéressé aussi sur la réflexion que nous pouvons avoir sur l'antiracisme. Évidemment, il n'y a pas d'antiracisme en Chine aujourd'hui, ou je ne pense pas. Par contre, dans l'antiracisme, je vois quand même d'énormes différences selon qu'on regarde l'antiracisme par le haut, par les institutions, par l'État ou par des acteurs. On en a eu des belles expressions. Un autre point qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est on ne peut pas séparer la question du racisme de la question de la nation, de la question de l'empire, et j'ai trouvé à la fin, la dernière intervention, de la question du genre. Et donc je pense que c'est des choses, ça ouvre encore énormément nos réflexions. Alors, je voudrais dire aussi que parmi les choses qui m'ont beaucoup plu, c'est le souci d'éviter soi-même les préjugés. Moi, j'ai trouvé que ce qui se disait en particulier des médecins évangélistes, ça donne beaucoup à réfléchir sur la façon dont on voit de loin, trop rapidement, un certain nombre de phénomènes. Voilà ce qui m'a surtout frappé. Et puis, évidemment, la diversité des modalités ou des expressions ou des formes du racisme. Enfin, une chose est quand même de traiter, comme Anne le rappelait ce matin, de traiter d'une certaine façon les Noirs dans un wagon de chemin de fer. Une autre chose est d'avoir une politique de domination, comme ça vient d'être rappelé avec les Ouïghours. Une autre chose encore est dans des grandes idéologies, dans des débats qui restent pseudo-scientifiques. Enfin, bref, je pense que nous devons avoir conscience de la diversité des modalités de ces phénomènes qu'on a essayé de souligner aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelques remarques très superficielles. Anne nous dira que tout ça devrait être publié, donc ça nous donnera le temps de revenir sur tout ça plus tranquillement. Oui. Anne, je te laisse quelques mots pour ouvrir la discussion, si tu veux bien. Oui, non, mais alors là, je prends Michel au mot. Hein, donc, les intervenants sont prévenus. Ils en ont pas terminé avec cette journée. Hein, ça ne fait que commencer. Et donc, nous comptons bien, en fait, publier les actes de ce colloque. Alors, tout le monde sait qu'entre ce qu'on présente à l'oral sous la pression, justement, du gardien de la montre, c'est une chose. Et une autre est ensuite de pouvoir développer, justement, ces idées tout à fait à loisir, par écrit. Il y a aussi, évidemment, l'épreuve de la mise par écrit, parce que c'est là qu'on s'aperçoit que d'exprimer, enfin de produire une idée, c'est pas la même chose que de lancer des formules comme ça un peu à l'emporte-pièce. Hein. Bon, donc c'est les intervenants maintenant en fait doivent se mettre véritablement au travail. Hein. Bon, donc ça c'est la première chose. Oui, ça c'est l'autoritarisme chinois hein, dans toute sa splendeur. Il paraît que les Chinois sont mous aussi parfois. Oui, non, mais alors donc en fait, en gros, je pense que bien sûr, comme je disais ce matin, en fait, le rêve d'exhaustivité, c'est non seulement un rêve, enfin c'est un rêve vain dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est impossible et en plus ça sert à rien, je crois. Hein. Simplement, je pense que ce qu'on a essayé de dégager, c'est en fait des mécanismes. Alors, Dilnour vient de parler justement d'infériorisation, de minorisation, hein, parce que je crois que il me semble que la nature humaine est faite ainsi. On a tous besoin de se sentir supérieur à quelqu'un.
éventuellement de se sentir supérieur à soi-même, même quelquefois. Enfin bon, mais il y a toujours cette espèce de mécanisme qui est vraiment à la base de tout ce que nous avons étudié aujourd'hui. Alors ça peut prendre des formes plus ou moins élaborées, des formes extrêmement différentes. L'orientalisation en est une. Alors l'orientalisation, c'est plus généralement, on a beaucoup cité Saïd évidemment, mais je veux dire c'est ce qu'on appelle en anglais otherizing, c'est-à-dire en fait considérer l'autre comme autre. Hein, bon, alors évidemment, on a l'impression que le mécanisme inverse, hein, c'est de considérer non pas l'autre comme autre, mais comme un autre moi-même, hein, c'est-à-dire en fait un frère, quelqu'un qui me ressemble. Mais on a vu que là aussi, en fait, les mécanismes d'auto-altérisation ou d'auto-orientalisation sont à l'œuvre aussi. Donc, en fait, on a l'impression qu'on n'en sort pas véritablement et que, au bout du compte, on est quand même très, très prisonnier des mots. Hein, c'est-à-dire que on a vu aussi beaucoup, justement, la façon dont les distorsions se produisent, évidemment, à travers les mots et à travers le fait de se payer de mots. Alors, justement, on se dit, heureusement qu'il y a des scientifiques, parce que eux, au moins, ils travaillent sur des faits objectifs, etc. Mais même là, ça tient pas, parce qu'en fait, bon, on a bien vu que ce concept de race, qui est censé être d'abord en fait une catégorisation scientifique, ça ne tient pas. Alors, je fais appel à Jean-Jacques Hublin, qui entre autres choses, doit nous quitter bientôt. Et je suggère qu'il vienne ici, justement pour faire état de la discussion qu'on a commencé à avoir pendant la pause de 5 minutes, là, tout à l'heure. Peut-être là. Oui. Parce que, précisément, en fait... on était en train de parler justement bien sûr, enfin du sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire en fait l'émergence de ce concept de race et qui est maintenant combattu par un discours qui essaye de nier l'existence des races, alors que un biologiste, un paléanthropologue nous dira mais les différences biologiques raciales, ça existe, c'est un fait. Bon, alors, je te laisse nuancer, tu développes. Hein. Non, mais c'est un sujet, évidemment, un peu difficile, mais ce qu'on peut dire là-dessus, simplement, c'est que l'anthropologie biologique, l'anthropologie physique, hein, telle qu'on l'appelait, qui est née au XIXe siècle, elle avait pour ambition de faire une classification. Dans le fond, comme on avait fait une classification de tous les êtres vivants, donc on voulait faire une classification des hommes en les mettant dans des boîtes, alors pas seulement des grandes races, mais même des petites races aussi. Et ça, alors en se fondant sur des espèces de diagnostics biologiques, physiques, bon, ça, clairement, ça ne marche pas. Donc ça n'existe pas. Pour une bonne raison, c'est que le peuplement de la planète, c'est un phénomène extrêmement complexe, hein, avec des populations qui se sont dispersées, je l'ai dit ce matin, à partir d'Afrique, mais qui ensuite se sont remplacées les unes les autres, se sont mélangées absolument dans tous les sens. Donc ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de frontière claire entre des groupes qu'on pourrait séparer. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une variabilité biologique. On a beaucoup parlé de la couleur de la peau. Bon, c'est pas la peine d'être un grand savant pour se rendre compte que au milieu de l'Afrique et puis en Scandinavie, les gens n'ont pas tout à fait la même couleur de peau. Ça s'explique par des phénomènes d'adaptation assez faciles à expliquer. Hein. Mais notre conversation tout à l'heure pendant la pause, c'était sur le fait que historiquement, dans le fond, les gens qui se reconnaissaient dans l'anthropologie biologique ou dans la génétique, surtout dans les années 70-80, ont essayé d'apporter des arguments, j'allais dire, biologiques
pour dénoncer le racisme. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu dangereux d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que, en gros, l'argumentation, c'est voilà, il y a plus de variabilité à l'intérieur d'un groupe qu'entre les groupes, etc. Et je pense que la raison pour laquelle on ne doit pas être raciste, c'est pas pour des raisons biologiques, c'est pour des raisons éthiques, c'est pour des raisons morales. Donc, je trouve ça un petit peu dangereux d'utiliser des arguments de ce type-là, parce que, tout bêtement, effectivement, on peut toujours avoir quelqu'un qui vient et qui dise « Ah, mais on a trouvé tel marqueur génétique-là qu'on ne trouve pas ailleurs. » Donc, les arguments d'ordre biologique ou génétique, on s'expose au risque qu'ils soient retournés à un certain moment. Et donc, je pense que le problème du racisme, c'est le problème d'un groupe qui se reconnaît une supériorité par rapport à un autre, c'est tout. Et là, il y a une dimension qui est une dimension culturelle, économique, politique, avant tout. Oui. Michel. Bon, qu'on puisse trouver comme ça des différences entre groupes, oui. Moi, je me souviens d'avoir lu des articles, non pas de médecine, mais enfin liés à des questions de médecine, qui montrent que certains traitements marchent pour certaines populations et pas pour d'autres, ce genre de choses. Je crois que ça, donc l'idée qu'il y ait des différences, oui. Je crois que le racisme, je serais assez proche de ce que vous dites, il y a racisme lorsque l'on déduit de différences qui ont une allure naturelle, disons, ou qui sont devenues naturelles, lorsqu'on en déduit des caractéristiques intellectuelles, morales, culturelles, qui ne peuvent pas échapper en quelque sorte à ceux qui relèvent de ce groupe. Autrement dit, lorsqu'il y a naturalisation, essentialisation, etc., et qu'on dit comme il a telle ou telle caractéristique, il appartient nécessairement à des gens qu'on va mettre en haut, en bas, au milieu de la hiérarchie des races. Autrement dit, là je serais d'accord avec vous, on a certainement intérêt à distinguer l'idée qu'il y a des groupes humains différents, je ne dirais pas encore des races, mais des groupes humains différents, de l'idée qu'il y a des attributs, des déterminismes en quelque sorte, qui vont jouer. Alors, ça ouvre quand même des discussions compliquées, hein, c'est ça que je voudrais dire. Oui, ça ouvre des discussions compliquées, d'abord parce que rien que le mot race a un tel poids historique qu'on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas toute cette charge historique depuis, je sais pas, 18e siècle, on a dit tout à l'heure, en tout cas deuxième moitié du 19e siècle, ça c'est sûr. Et donc il faut aussi savoir que les mots ont un poids. Et puis encore autre chose que je voudrais ajouter pour compliquer la discussion. Moi, j'aime bien sortir d'une réunion en me disant, tiens, c'est encore plus compliqué que ce que je croyais. Donc, mais pour compliquer un tout petit peu la discussion, j'opposerais volontiers une tradition française, qu'on incarne plutôt, vous et moi ici, dans la discussion, et une tradition anglo-saxonne. Disons qu'en France, la race, ça renvoie tout de suite à des dimensions biologiques, naturelles, etc. Et on récuse, et je pense qu'on a raison. Dans le monde anglo-saxon, depuis surtout les années 60 ou 70, la race, elle est d'abord ce qu'ils appellent souvent une construction sociale. C'est-à-dire, il n'y a pas une réalité biologique, il y a, tout à l'heure, quelqu'un, je crois que c'était Annette, il parlait de représentation. C'est une représentation. Autrement dit, ce qui est réel, c'est le fait que des gens se représentent d'autres gens d'une certaine manière. Et donc, à partir de là, ça devient compliqué. Je plaisantais tout à l'heure en disant, faire ici un congrès mondial des races, insupportable. Ce serait peut-être moins insupportable à Los Angeles aujourd'hui, peut-être, comme idée. Parce que dans cet univers-là, on parle de race sans arrêt. Moi, je me souviens, je faisais un séminaire à Paris, sociologie du racisme. Et quand on a traduit mon séminaire, le titre de mon séminaire en anglais, je ne sais plus où, sociologie des race relations, des relations de race, moi, j'étais horrifié. Voilà. Donc, c'est pour dire en plus qu'il y a des traditions intellectuelles qui diffèrent et qu'on peut donner à l'idée de race et à l'idée de racisme quand même des significations. Voilà. Non, mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais il faut quand même dire que pour des gens des biologistes ou des gens qui s'intéressent à l'anthropologie biologique, le terme de race n'a pas de sens en réalité. Alors, je conçois que le terme, il existe, qu'il est utilisé partout, qu'il a un passé assez chargé, mais encore une fois, pour des gens qui s'intéressent à l'évolution humaine, ça n'a absolument aucun sens.
Parce qu'il n'y a pas des entités qu'on puisse reconnaître comme des races. Voilà. Mais maintenant, encore une fois, j'aurais pu vous faire une présentation ce matin sur l'histoire du peuplement de l'Europe avec des gens qui viennent du Proche-Orient à différentes périodes, des chasseurs-cueilleurs de différents endroits. Ça existe. Ça existe. Voilà, c'est simplement ce que je voulais souligner. Mais dans le fond, le message quand même que j'aurais voulu faire passer ce matin, c'est que dans le fond, les gens qui s'intéressent à l'évolution humaine récente, dans le fond, ce qu'ils ont, espèce de mutation qui s'est passée à partir des années 90, surtout 1990 et plus tard, parce que dans le fond, et ça, il n'y a aucune dimension, je dirais, éthique, morale là-dedans. C'est simplement factuel et historique. Dans le fond, ils sont passés presque tous, avec quelques retards dans certaines régions, mais à l'idée que, en fait, tous les hommes actuels ont une origine commune assez récente. Et dans le fond, ça explique en grande partie l'homogénéité de notre espèce. Alors, notre espèce, elle peut nous paraître diverse, mais quand on fait un pas en arrière et qu'on compare à d'autres espèces animales vivantes, les hommes sont quand même extrêmement homogènes, et c'est lié à cette, essentiellement une sortie d'Afrique. Il y en a eu plusieurs, mais disons la belle, la bonne, celle qui a donné pratiquement toutes les populations actuelles, c'est autour de 60 000, 55 000 avant le présent. Ça peut vous paraître beaucoup de temps, 55 000, mais au regard de l'évolution des hominines sur 8 millions d'années, c'est l'épaisseur d'un trait.